Alors, la découverte de l'Assemblée a un paroxysme. Le paroxysme d'une transcendance de carrière, vous voyez? Ça c'est sûr, hein, absolument certain. L'aboutissement d'une carrière de prof, puis d'inspecteur, etc. Et une espèce d'efflorescence intellectuelle très riche, vraiment. C'est un souvenir impérissable. On n'en sort pas comme on y est rentré, c'est pas possible. Et tout ça par les rencontres, les expériences, les actions Par madame, tous les moyens dont dispose un député à Paris. Sur la circonscription, c'est différent. Sur la circonscription, il faut qu'il fasse profil bas avec les gens et surtout qu'il s'adapte. Et qu'il fasse attention même au phénomène langagier. Mon mari me dit, attention, tu es un peu trop intellectuel, quand tu prends la parole, il faut que tu... Bon. Mais à Paris, le député n'a qu'à claquer du doigt pour avoir le directeur de Sciences Po qui vient dans son bureau en interview, pour avoir tel grand personnage de n'importe quel azimut, que ce soit de la médecine, que ce soit de la politique ou autre. Hein. J'ai eu à négocier avec le directeur général de la Banque centrale européenne, j'ai eu à négocier avec des politiques, le président de la Knesset de Jérusalem, etc., etc. Vous voyez, le député peut, selon sa propre impulsion, s'interroger et interroger, prendre tout ce que peut lui apporter l'étendue des connaissances qu'il peut avoir. Et tout le monde est là. Tout le monde est là et répond. Et il a à sa disposition une armada d'administrateurs et des administrateurs du top niveau, de très grande qualité, qui ont passé les grands concours d'administration et qui sont là à la dévotion du député. Pour vous donner un ordre d'idée, j'ai été déléguée, déléguée adjointe auprès de Laurent Fabius, qui était délégué, lui, général. Il m'avait nommée déléguée adjointe de l'AIPLF, Association internationale des Français de langue française. Et j'ai rédigé un rapport parlementaire à ce sujet, parce que le député a la possibilité de rédiger des rapports parlementaires, ce qui n'est pas chose facile. Mais il a à sa disposition une armada d'administrateurs qui sont dans la capacité de répondre à la demande du député. Donc j'ai rédigé un rapport parlementaire sur la langue française en particulier, et j'ai eu l'occasion d'aller colporter à la demande de l'Assemblée, dans une vingtaine de pays, des conférences sur la culture française, l'importance de la langue française dans le schéma global international, à la demande de l'Assemblée nationale, et j'étais accompagné à chaque fois d'un administrateur, toujours au moins d'un administrateur, qui m'aidait à bâtir mes conférences et qui m'aidait aussi, chemin faisant, à meubler et à meuler les difficultés administratives, pratiques. Est-ce que vous aviez l'impression que ça servait à quelque chose, ces conférences-là? Ah oui. Parce que c'est vrai qu'en tant que citoyen, on revient à la circonscription, on peut se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qu'elle va faire, des conférences? Quelle bonne question. Cette question, je vais vous répondre par une boutade. Mon mari m'avait dit, fais attention, ne dis pas, surtout pas, dans la campagne suivante, que tu as fait des conférences à l'étranger, parce que le Vugon Pecus de la circonscription ne comprendra pas. Il dira, bon, elle est allée se balader à l'étranger. Or, je pense que par l'enthousiasme que l'on peut porter, j'ai travaillé là avec la directrice de la chaîne
aidez-moi. C'est pas la chaîne parlementaire. Non, pas la chaîne parlementaire. Au-delà de ça, ça va me revenir. Et nous avons travaillé en commun en Hongrie, nous avons travaillé dans les PECO, nous avons travaillé au Cameroun, au Canada, etc. Et on a des liens avec l'international et on peut, si vous voulez, prolonger l'influence de la France. Pour moi, c'est capital. La culture française, qui est une culture fantastique, fantastique, que nous devons à notre histoire, mérite d'être promue beaucoup mieux qu'elle ne l'est actuellement. Et elle a gouverné le monde d'une certaine manière, cette culture-là. Et il est tout à fait important de la prolonger. Or, et votre question pour moi est essentielle là-dessus, or, pour le citoyen français intramuros, il n'y voit pas forcément d'intérêt immédiat. Or, cet intérêt est un intérêt pédagogique et à long terme. Ce n'est pas dans les 5 ans à venir, ni même peut-être dans les 10 ans, mais dans le reste du temps. Alors comment vous lui expliqueriez ça? Comment vous lui diriez à ce citoyen qui est tout proche de vous et qui a peut-être du mal à manger aujourd'hui et qui vous demande pourquoi vous avez fait ça et qu'est-ce que ça va m'apporter à moi ou à nous, la France? Le pauvre, il faut y mettre d'abord de la conviction et puis ensuite il faut lui écrire des choses. Moi j'ai écrit beaucoup, et je vous dis, j'ai fait un rapport parlementaire qui a fait beaucoup parler de lui là-dessus. Et je vois qu'aujourd'hui on est en application pratiquement directe de tout ce que j'ai pu dire sur le e-learning en particulier. J'ai eu des universitaires qui sont venus me demander des rendez-vous à l'Assemblée ou ici d'ailleurs, dans ma permanence parlementaire, en me disant « Oh là là, mais c'est vous qui avez raison, c'est comme ça qu'il faut faire. La langue française, nous, on est en train de se faire manger, quoi. » Bon, par exemple. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres, mais si on parle dans des villages, quelque part, si vous voulez, j'avais des intentions déjà avant d'entrer à l'Assemblée d'aller vers une culture du médico-social au travers, et vous allez être étonnés, vous qui êtes enseignante, au travers de ce constat de la non-pluridisciplinarité dans notre école, de la non-pluridisciplinarité dans les carrières de santé. Et j'avais fait une intervention très forte qui avait fait parler d'elle dans Le Monde et dans bien des articles, à l'Assemblée, à la tribune, en direction de Claude Allègre, qui était notre ministre à l'époque, en lui disant « mais il faudrait, monsieur le ministre, que nous mettions toutes les carrières médicales, quelles qu'elles soient, les paramédicales, les médicales, etc., en première année, dans une dynamique de décloisonnement. » Oui, m'avait-il répondu, « bravo, madame Trupin, nous sommes tout à fait d'accord. » Ok. Oui, mais monsieur Allègre est parti l'année d'après, et tout ça est tombé à l'eau. Et moi, j'ai arrêté, et tout ça est tombé à l'eau. Et ici, à Andy-Village, l'un des moteurs d'Andy-Village, c'est justement ce décloisonnement, extrêmement difficile à mettre en place. Parce que le médical et le social font un cheminement parallèle. Et moi, je veux que ce soit un cheminement imbriqué. Un chevet très très dur. J'y arrive, madame, j'y arrive. La réunion que nous avons eue ce matin me le prouve encore. Donc, si vous voulez, quelque part, ce sont des travaux de longue haleine, très très longue haleine. Et on ne doit pas se laisser déborder par l'étranger, parce que pour en revenir à la langue française et votre question, la langue française est de plus en plus demandée à l'étranger, quoi qu'il en soit. On me demande d'intervenir sur la francophonie, maintenant j'ai autre chose à faire actuellement. Et puis j'ai coupé court un petit peu maintenant, bon. Mais je suis sûre qu'il y a une grosse demande. Parce que la langue est un code, certes, mais elle sous-tend une telle culture
la langue française avec toutes ses nuances, qui n'existent pas dans la langue qui est maintenant le code international, qui est l'anglais. Ce n'est pas l'anglais de Shakespeare qu'on utilise au plan commercial, c'est un anglais pratique, et qui n'a absolument pas les nuances que nous avons dans la langue française, qui sont dans les sens, etc., etc. Donc il y a beaucoup de choses à faire actuellement. Et la secrétaire générale de l'ONU, qui est une femme métisse actuellement, me semble, il faut que je prenne contact avec elle, me semble être une personne de qualité là-dessus. Mais dans les esprits, la francophonie est trop associée à l'Afrique. C'était bien sûr de Léopold Senghor, grand grammairien, qui avait lancé ça, et ça a été repris ensuite par ses successeurs, et c'était vraiment des gens de très grande qualité, mais ça fait l'objet d'une fermeture. Et du coup, au niveau européen, on m'avait demandé d'intervenir à Paris, à Bruxelles, sur la délivrance des diplômes, et sur la langue utilisée à Bruxelles. Dur. Un problème extrêmement épineux. On a laissé prendre la place à l'anglais. Alors, moi je dis, on m'a décoré d'une médaille qui s'appelle la médaille de la Pléiade, dont je suis très fière d'ailleurs, par le secrétaire général de l'AIPLF international. Je dis, la langue anglaise, oui, c'est un code, eh bien pourquoi pas celui-là. Mais allons vers un multilinguisme, et faisons en sorte, et nous y allons d'ailleurs, par le fait des communications fantastiques qui existent aujourd'hui, les enfants sont obligés d'aller vers un multilinguisme, c'est obligé maintenant, dans toutes les études. Vous n'avez pas prononcé le terme en tant que tel, moi je pense que les langues sont importantes parce qu'elles nous aident à communiquer. Ah, tout à fait. Communiquer, c'est s'entendre et se comprendre. Bien sûr, c'est tout à fait. hyper important. Tout à fait. Et l'anglais, comme vous dites, c'est plus transactionnel. Bien sûr. Financier, les anglais commercial. Voilà. C'est un peu réducteur, mais c'est oui, bien ça. Pour aller vite. Alors, toujours dans le cadre de la parlementaire, est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu quelles étaient vos journées, vos semaines, type un petit peu, ou type si on avait d'une parlementaire, c'est-à-dire en plus d'être parlementaire, vous êtes femme, dans ce cadre que vous avez expliqué, et ensuite on parlera un petit peu dans des villages. Oui, alors bon, une journée parlementaire, difficile, une semaine de parlementaire. Bon, lundi soir, Paris, mardi et mercredi, Paris, à cause des questions dont on peut dire beaucoup de choses d'ailleurs, les questions dans l'hémicycle, et mercredi également, mardi et mercredi, c'est une religion, ces questions au gouvernement, il faut absolument être présent dans l'hémicycle pour être vu. Et c'est là que le bas blesse un peu. Jeudi, questions orales, seulement avec les ministres dans un hémicycle mité. Vendredi et samedi et dimanche dans la circonscription. Donc, deux permanences, l'une à Bordeaux, ici à Camblane, l'autre à l'Assemblée. Et il faut tenir tout. 172 communes, avec des reproches de ceux qui peuvent dire on ne l'a jamais vue, celle-là, elle sert à quoi? 172, 365 jours par an, dont 3 jours pratiquement obligatoires à Paris. Quand on ne vous rappelle pas ex abrupto, je me souviens d'une fois, ou plusieurs fois d'ailleurs, où j'ai été rappelé, j'étais à Langon, par là, dans la Cambrousse, et rappelé par l'Assemblée nationale pour venir voter. Donc, disant à mon mari, je suis obligé de prendre l'avion tout de suite, je rentrerai demain quand je pourrai, quoi. Des choses impromptues, difficiles à vivre, hein. C'est sûr pour une femme avec des enfants et avec une famille.
Donc il fallait être en relation permanente avec mon aide à domicile pour lui dire attention, vous préparez ça, 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 ça pour quand je vais rentrer. Sacrée organisation, même si vous n'êtes pas seul, il fallait quand même... Une organisation extrêmement importante. À quel moment, au pluriel j'ai posé la question, vous vous êtes senti le plus utile, ou vous avez eu vraiment l'impression de faire quelque chose pour vos concitoyens, pour tout le aussi temps. bien ici à la circonscription tout le temps. qu'à Paris? Tout le temps, parce que j'ai tout de suite travaillé en relation directe avec Martine Aubry, qui est plus ou moins acceptée, à Grenelle, quand elle a inventé les emplois jeunes. Et lorsqu'elle a inventé le système, je faisais partie de son groupe de travail, à Grenelle avec elle, j'avais dit, dans ma circonscription, je vais immédiatement en mettre en place. Et j'en ai mis en place tout de suite. On a travaillé ça en septembre, je crois que c'était en septembre, attendez, 98. Je crois que c'est en septembre 98, si mes souvenirs sont bons. Je recherche la date parce que moi j'étais justement enseignante et même directrice intérimaire à Floirec. Voilà, regardez la date. On en a vu arriver. Moi c'était en 99. Ou alors, 98 ou 99. Moi j'ai mis les premiers à Bordeaux. C'est-à-dire que comme je suis chanteuse aussi, je suis musicienne. Hein. Je suis musicienne de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils. Et je suis présidente actuellement encore de l'association Polyphonia Eliane Lavaille. Et j'y suis depuis des années où je chante, je fais pas mal de choses. Et donc, si vous voulez, Polyphonia Eliane Lavaille que j'ai créée en 97 manquait de personnel. Et je suis immédiatement intervenue donc sur Bordeaux pour que Polyphonia Eliane Lavaille ait 2 emplois jeunes à sa disposition pour pouvoir fonctionner au plan administratif. Voilà. Et ensuite, j'ai travaillé en ratissant le terrain des 172 communes avec le préfet, le sous-préfet de Langon, M. Fitou à l'époque. On allait main dans la main tous les deux dans les mairies, porter la bonne parole, expliquer aux maires en quoi consistaient les emplois jeunes, pour les inciter à le faire. Donc on a fait créer beaucoup de postes. Beaucoup. Et on a été les premiers là. À Paris, on me l'avait dit à combien de reprises. Hein. Mais les citoyens de la circonscription ont dû s'en rendre compte. Mais est-ce qu'ils me l'attribuaient? Ça n'a jamais été ma préoccupation. Moi j'avançais dans l'efficacité, je ne me préoccupais pas de savoir si les gens le considérer ou pas. C'est un tort de ma part. Hein. Je pense qu'il faut toujours penser aux électeurs, à la réélection, etc. Ce n'était pas dans mes calculs. Comme je vous ai dit, je n'étais pas du tout, j'étais à des années-lumière d'imaginer d'être politique un jour. Et donc, je l'étais sur le terrain, moi, quand j'étais dans l'éducation nationale, par mon comportement, avec les profs, avec tout ça. Mais par rapport à la politique en tant que telle, j'ai appris là-bas, à Paris, hein, forcément. Hein. Voilà, donc les emplois jeunes, oh là, ça a été une très forte opération. Après, je peux vous dire aussi autre chose, c'est que j'ai été déçue à l'Assemblée parce que j'avais demandé à faire partie de la commission éducative, bien sûr. En me disant, j'ai quand même une petite expérience, je peux la répercuter. S'il y a quelque chose que je peux répercuter dans mon rayon de compétences, c'est ça. Et arrivé dans la commission, je me suis rendu compte que les propriétés étaient déjà gardées, les chasses distribuées, et que on n'avait absolument pas besoin de la parole d'Odette Trupin. Entre nous, des gens compétents, des gens du terrain, des gens qui connaissaient quelque chose et qui pondaient un petit peu comme ça. Des proviseurs de lycée, d'anciens principaux de collège qui portaient haut et qui portaient la bonne parole, qui n'était pas forcément la mienne. Et c'est là que j'ai demandé, là, à l'époque, à Laurent Fabius, qui était président de l'Assemblée, de me changer de commission. En disant, écoutez, moi j'ai l'impression que je ne ferai rien dans cette commission-là, c'est pas la peine, je ne vais pas me battre contre des moulins à vent,
mettez-moi aux affaires étrangères. Comme c'était prévu par l'Assemblée nationale, quand je suis arrivée, il était prévu que je serais à l'Assemblée générale, à l'Assemblée à la commission des affaires étrangères, et c'était moi qui avais demandé à être à la commission éducative. Et finalement, j'ai fait plus aux affaires étrangères qu'à la commission éducation et culturelle, parce que j'ai pu, par le biais de la francophonie qu'il m'a confiée, introduire mes concepts. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc là, je crois aussi avoir été efficace. Pour le terrain, oui, bien sûr, parce que tout ce qui est culturel, pour moi, est essentiel dans un pays. Tout passe par la culture. Et donc, bien sûr qu'il y a des distorsions, bien sûr qu'il y a des divergences de vues, bien sûr qu'il y a des intérêts complètement différents selon les lieux, les secteurs, les personnalités, les cultures, les référents culturels, etc. Bien sûr, mais je suis sûre que le travail, peu à peu, que tisse un élu conscient de le faire, doit porter ses fruits, à terme. C'est pour ça que j'aurais bien voulu, comme le font les Américains, avoir une deuxième mandature. À l'origine, au départ, comme je n'étais pas du tout concernée, j'avais dit, bon, moi je ne ferai qu'un mandat, et puis basta. Et puis ensuite, chemin faisant, je m'étais dit ici, pour que vraiment tu arrives à faire valoir tes propres idées, tant au plan médical, parce que je les ai conçues là également à l'Assemblée nationale, qu'au plan de l'éducation et culturelle, c'est plus de temps. Il faut un peu plus de temps. Donc j'ai dit, il faut vraiment, et ça je l'ai écrit à plusieurs reprises, il faut vraiment 2 mandats horizontaux. Oui, d'autre part, dans je votre ne parle cas, pas des verticaux. Comment? Surtout dans votre cas où voilà. C'était assez nouveau, il fallait déjà il faut déblayer le terrain. Voilà. Il y a tout un apprentissage du nouveau grand élu national qui doit comprendre quelle est sa réalité d'élu au national et au territorial. Plus le fonctionnement, plus les tenants, les aboutissants, plus les choses qui sont plus ou moins cachées. Absolument, madame, absolument. Tout à fait, tout à fait. Donc j'ai toujours dit, j'ai perdu à 150 voix, et je sais pourquoi d'ailleurs, alors que tout me donnait gagnant en 2002, mais bon, nous avons été victimes quand même de l'opération Jospin, sa capitulation, et du Front National qui est monté au créneau à l'époque. Donc il a fallu du jour au lendemain rectifier la situation, ça n'était pas simple du tout. Donc il y en a qui ont profité de la situation, c'est tout. Et sur toutes les thématiques, je suis intervenue sur des quantités de thématiques, ça c'est sûr. J'imagine. Alors comment ça fonctionne? Vous êtes élu député, vous allez à Paris et on vous dit, vous êtes responsable de ça, vous avez une commission, comment ça se passe à l'intérieur? Vous arrivez à l'Assemblée, vous êtes député, donc vous savez tout, par définition. Vous arrivez prendre vos attributs de député. Vous avez le titre et les compétences. Donc tout d'un coup, le titre et les compétences. Et vous devez avoir les compétences comme ça. Les compétences. Alors, les compétences, il faut d'abord faire le tri, comme je vous ai dit tout de suite, et puis comprendre à quel sein vous allez être mangé ou joué, etc. Et vous vous rendez compte que les places sont prises déjà. Ah ouais, bien entendu. Ne serait-ce que la place dans l'hémicycle. La place dans l'hémicycle, j'ai gardé cette photo qu'on m'a donnée quand je suis partie, où, je vais vous montrer où je suis. Attendez, voyons, c'était là. Mon Dieu, voilà, je suis là. Et Marisol Touraine est là, vous voyez. On était proches l'une de l'autre. Donc, c'était cette place qu'on m'a attribuée. Mais je me suis rendu compte tout de suite après, chemin faisant, que ceux qui étaient là d'un mandat précédent avaient déjà négocié leur propre place et que moi on m'avait donné ce qui restait. Parce qu'il y a des places qui sont plus ou moins bien placées là? Ah bah bien sûr. Expliquez-moi. Bien sûr. Le président de l'Assemblée il est là. Oui. La tribune est là. Donc je m'étais pas mal placée là pour voir quand même et travailler face à face. Sinon ceux qui sont sur le côté là, vous voyez, ils sont quand même moins bien placés. Et ceux qui sont devant sont directement derrière les ministres.
Ici, ce sont les bancs des ministres. D'accord. Voilà. Donc, si vous voulez, ce qui se passe, c'est que il y a, avant l'hémicycle, il y a de grandes salles. Il y a d'abord une grande salle qui s'appelle la salle des 4 colonnes, où vous rencontrez tous les journalistes. Alors là, ils sont là, comme des chacals, pour demander aux députés d'intervenir. Les abeilles autour du miel, oui. Attention, là, attention à ce qu'on dit. Ensuite, ensuite, on peut rencontrer les ministres, secrétaires d'État, etc., dans la salle des pas perdus qui est préalable à l'hémicycle. Et là, c'est là que se négocient beaucoup de choses. Ah. Entre les députés et les ministres qui les intéressent. Et également les gens de droite, parce que alors voilà, le problème, si vous voulez, c'est que l'hémicycle, il y a 2 portes pour l'entrée dans l'hémicycle. Il y a la porte des gens de droite et la porte des gens de gauche. Et ça, c'est un ridicule à choisir, mais c'est comme ça. Donc, vous ne faites pas rentrer quelqu'un de gauche par la porte de droite. Ils arrivent par où? Vous arrivez par où? Par derrière? Par là, par derrière voilà, le centre de l'hémicycle qui est là. Voilà. Donc, si vous voulez, moi, ce que je dis aujourd'hui, moi, au plan politique, c'est que nous n'avons plus les moyens. Nous, France, petite France de 67 millions d'habitants maintenant, hein, Dieu, et de 550 000 km², nous n'avons plus du tout les moyens de nous battre et d'être en conflit permanent comme c'est le cas. Je crois qu'on n'est pas encore mûr pour un rassemblement. Sarkozy, pourtant je ne suis pas pour, je n'ai jamais voté Sarkozy. Sarkozy avait essayé. Il avait bien mis dans son ministère, dans son gouvernement, des gens de gauche qui ont accepté d'y aller. C'était pas évident, hein. Les gens de gauche leur en voulaient. Hein. Le terrain de gauche en voulait à ceux qui avaient accepté. Hollande, que je connais bien, ne l'a pas fait. Et aujourd'hui, moi j'ai écrit plusieurs articles là-dessus, au groupe des anciens députés dont je fais partie, j'y suis la semaine prochaine d'ailleurs, eh bien, en disant, aujourd'hui, il n'est plus temps de se bouffer le nez, excusez-moi, hein, tout ça, ça ne doit pas passer, entre nous. Il faut que nous fassions une récolte des intelligences et que nous disions, maintenant, il faut faire face au péril extérieur, qui est grave actuellement, il faut bien le dire, que ce péril est lourd et grave. Et c'est quoi le péril d'après vous? Ben, le péril, c'est tout ce que vous connaissez, avec le terrorisme en particulier, qui frappe de tous les côtés, à la fois. Est-ce que vous faites entrer le Front National aussi là-dedans? Ah non, 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 non. Le Front National, pour moi, à bannir complètement. Les extrémismes, je ne suis pas d'accord. Oui, donc c'est un péril, on est bien d'accord. Ah, ben bien sûr, oui. Bien sûr, c'est un péril, mais bien entendu. Oui, quand je dis est-ce que vous l'intégrez parmi les périls, entre le terrorisme, le chômage, le Front National. Là, ça serait la fin de tout, quoi. Que les Français puissent se diriger vers le Front National. Pas possible, ça. Mais bon, les choses sont ce qu'elles sont, hein, actuellement. Hein. Donc d'après vous, il est temps d'unir un petit peu toutes les forces en présence Écoutez, intelligentes. Madame, j'ai vu dans les commissions de travail, intramuros à l'Assemblée, qui sont des moments forts de préparation des lois, que ce soit à la commission culturelle et éducative et sociale, ou que ce soit à la commission des affaires étrangères, mais des gens qui, sur de grands thèmes, étaient tout à fait d'accord, quoique de droite et de gauche. Mais, dans l'hémicycle, pouf, ils prenaient la parole à Hu et à Dia pour dire l'inverse, quoi. Pourquoi? Justement. Parce qu'ils Et sont donc, c'est parce que, à mon avis, on vit sur un passé culturel. La Ve République, elle a été construite comme ça. Et on vit toujours sur les vieux schémas. Et pour moi, il est grand temps de rénover tout ça. Mais comment? Parce qu'en même temps, l'Assemblée nationale, c'est une très grande maison.
parfaitement bien construite, avec des espaces de rigueur remarquables, remarquables. Une maison exceptionnelle. Quand on a la chance de pouvoir être dans une maison comme ça, on peut avancer, on peut faire des choses. Encore faut-il avoir la possibilité de les faire ou avoir envie de les faire. Bon, 577 députés, j'ai vu 577 députés, j'en ai vu beaucoup qui n'étaient que des presse-boutons. On appuie quand il faut. Ok, moi ça ne me suffit pas, quoi. Vous comprenez? Ah non, 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 on n'est pas là pour ça. On est là pour avancer, on est là pour travailler dans les commissions, pour donner des inflexions, pour essayer d'infléchir ceci, cela, etc., etc. Comme on peut. Bon. Est-ce que vous en avez rencontré beaucoup, des députés qui pensaient comme vous, à savoir que vous étiez là pour le bien public et non pas pour leur ego seulement? J'en sais rien. Et est-ce que ça prend pas, est-ce que ça rend pas... Vous me posez une question qui est un petit peu j'imagine, mais vous difficile. étiez dedans. Moi, je ne peux pas y répondre encore moins. Je crois que la motivation perso est la première quand même. Hein. L'intérêt personnel, c'est celle qui meut l'individu, qui le conduit. Donc qu'il n'ait pas cette intention première ou cette envie d'être et d'avoir ce pouvoir discrétionnaire, ça n'est pas non plus normal. Je crois qu'il soit mu par cela, c'est déjà quelque chose. Mais il ne faut pas que ça s'arrête là, quoi. Et je crois qu'il y en a encore trop actuellement. Tant des députés que des sénateurs, d'ailleurs, qui ne sont mus que par cela, quoi. Voilà. On va presser les boutons à l'Assemblée, ou on n'y va pas d'ailleurs, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on est dans sa circonscription et qu'on a autre chose à faire, ne serait-ce qu'à préparer son élection future, quoi, vous voyez. Et donc, c'est un réel problème de la représentation nationale. Pour moi, c'est un énorme problème qui demanderait que le choix des candidats soit réfléchi. Oui, c'est la base. C'est la base. Quand je vois comment j'ai été choisi, moi, on n'avait personne. Et ce monsieur Louis, qui est mort depuis, qui était un journaliste très en vue ici, et sa femme m'ont dit, c'est celle-là. C'est celle-là qu'il nous faut. Pourquoi? Moi, c'est parce que j'avais fait un peu mes preuves, sans doute, dans l'éducation nationale, qu'on me connaissait un petit peu. Et c'est tout, quoi. Bon, c'était pas suffisant. Mais c'est très souvent que les choix se font dans des petits cénacles, à 2 ou 3 personnes. Tac, on va prendre celui-là, parce que ceci, parce que cela, parce qu'il est franc-maçon, ou parce que... C'est pas ça. C'est pas ça, le suffrage universel. Alors on donne en pâture au suffrage universel aux gens un nom. Ils se font une idée plus ou moins valable. Voilà. Voilà, quoi. Et ça n'est pas représentatif. Je pense que c'est la représentativité sur laquelle il faut travailler actuellement. Voilà. On pourrait en dire beaucoup plus. On va passer la suite. Vous m'avez parlé du fonctionnement un petit peu de l'hémicycle, le fonctionnement des commissions, parce que vous pouvez choisir votre commission, votre domaine de prédilection. Alors quand vous arrivez à l'Assemblée nationale et qu'on vous donne vos attributs de député avec votre besace, puis ce qu'ils appellent le baromètre. Alors votre kit de député, c'est quoi exactement? C'est le baromètre, la broche que j'ai toujours. C'est l'écharpe tricolore, bien entendu, hein, avec le gland doré, je crois qu'il est doré, alors que celui du maire est blanc. Et puis la besace. La besace qui est tellement lourde que les femmes n'en veulent pas. Bah oui, c'était fait pour des hommes, cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Ben, dedans, il n'y a rien. Elle est faite en cuir, une belle vachette. Elle est déjà, elle pèse déjà un âne mort vide. Donc les femmes ne l'utilisent pas ou pas beaucoup. Voilà. Alors on vous donne vos attributs, on vous demande toutes sortes de choses. Qu'on vous laisse à la fin? Ah oui, bien sûr. Moi j'ai mon écharpe, moi j'ai tout ça. Hein. La besace aussi?
Ah oui. Vous me la montrerez à l'occasion. Bah oui, oui, si vous voulez, je vous l'apporterai, mais elle est lourde, hein. Justement. Je vous apporterai. Bon, et donc, si vous voulez, moi, mon arrivée à l'Assemblée nationale, une anecdote. J'arrive et je fonce dans les couloirs, parce que je suis une fonceuse, et j'étais peut-être un peu en retard, je ne sais pas, je fonce dans les couloirs pour aller au palais chercher là où se distribuaient les attributs du député. Je fonce sur quelqu'un qui arrive en face de moi, c'était Juppé. Juppé, la mine basse, parce que lui venait de se faire battre à la députation, et moi, toute naïve dans mon truc, en me disant oh là là, tu es député, etc. Je ne savais pas du tout ce qui m'attendait. Et voilà, j'ai sauté dans les bras de Juppé. Il vous a reconnu, vous connaissez? Oui, on se connaît, bien sûr, ouais. on se connaît. On se connaît. 97, hein, ça. On se connaît, bien sûr, on s'est vu à maintes reprises dans l'avion, aller-retour et dans l'hémicycle. Mais, bon, pareil, entre pas de nous. suspension. Oui, bah moi j'allais quand même insister un petit peu juste entre nous, je l'ai croisé une ou deux fois, j'ai eu l'occasion de lui parler une fois. Le personnage, vous le pensez... Rigide. Rigide. Oui, comme on a dit, droit dans ses bottes, malgré tout, c'est ça. Rigide. Mais honnête, difficile à Il a eu dire. des casseroles quand même. Hein. Oui. Donc, 70 ans. Attendez, candidat à la présidence maintenant, moi j'ai envie de dire, je préférerais quand même quelqu'un, une personne, mais laquelle, plus jeune, 40-50, un petit peu à force de l'âge. Mais on voit avec le phénomène Sarkozy que c'est difficile ensuite. Ça a été difficile pour moi, député, donc je le comprends a fortiori pour un président. Le président qui a été président de tous les Français, il n'arrive pas à imaginer qu'il ne puisse plus l'être. Oui, donc il revient. Et ça, c'est un problème, c'est le problème de l'âge, quoi. Si on prend des députés, des présidents de la République trop âgés, ils ont une expérience notoire, certainement, mais au niveau du charisme, aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un qui tient la route, quoi. Regardez ce qui se passe avec Hollande, il n'a pas particulièrement de charisme. Dieu sait si je l'aime bien, hein. C'est un bon copain, c'est pas du tout, et je connais bien la valeur de l'homme. Mais il n'a pas le charisme d'Obama, par exemple. C'est sûr. Quand Obama se déplace, qu'est-ce que les clous? C'est sûr. La démarche, l'élégance. La prestance, la gestuelle, en fait. C'est important aussi, hein, aujourd'hui, c'est énorme, madame. Énorme. Avec les moyens dont nous disposons, les actualités imagées, il n'y a rien à faire. Et il faut quelqu'un qui manie le verbe avec conviction. Je ne dis pas qu'il le manie mal, François, hein, non, pas du tout, c'est quand même un énarque. Hein. Mais si vous voulez, c'est un homme qui est toujours sur la retenue et qui n'a pas la même facilité communicative que Sarkozy. La spontanéité, même si elle voilà. travaillée... Qui vous tapera sur l'épaule, comment cette espèce de con, et ça plaît bien au public. Oui. Terminé. L'autre non, il est plus sur sa réserve. C'est un Normand, il ne faut pas l'oublier. Hein. Bien réfléchi. Donc, pourtant, Dieu sait s'il est sympa, je l'ai fait venir plusieurs fois, moi, ici, dans l'académie, dans la circonscription, pas le tour de l'académie. Et il est venu plusieurs fois, notamment à Langon. Et il est extrêmement sympathique, plein d'humour, plein de gentillesse et de facétie, mais bon, qu'est-ce qu'il est, quoi. Donc le public, avec l'image qu'on a donnée de lui dans les 2 premières années de fonctionnement, moi je l'avais vu quand il était venu ici à l'aérocampus et je lui avais dit François, te laisse pas faire, quoi. Les médias sont en train de t'abîmer. Mais non. Si. Mais le problème, c'est que chasser le naturel et revient au galop, quand on est un peu dans la retenue, on a beau dire il faut... C'est une nature, il n'y a rien à faire. Et on l'a ou on ne l'a pas. Bon, donc lui, il ne l'a pas. Il l'a pas, il a davantage maintenant de présence qu'il n'en avait, parce qu'il faut aussi il fallait qu'il fasse ses classes. Mais enfin,
pense que même le public de gauche souvent dit ah, alors que moi je me demande vraiment qui peut venir faire ce qu'il a fait, parce que c'est la quadrature du cercle quand même qu'il avait réglé quand il est arrivé. Quelque chose.